Bonjour et bienvenue dans l'invité de Radio Latitude. Nous recevons aujourd'hui Bruno Subtil, bonjour. Bonjour. Nous allons évoquer avec vous lors de cette émission l'actualité locale et nationale, comme notamment le chômage, le racisme, la sécurité et les élections municipales. Alors pour vous présenter brièvement Monsieur Subtil, vous avez 58 ans, vous êtes marié, 3 fils, vous êtes agent de voyage, membre du Front National depuis 1981, conseiller régional de Champagne-Ardenne, conseiller municipal de Troyes, membre du bureau politique, membre du comité central et secrétaire départemental du Front National dans l'Aube. Vous êtes passionné par la politique, les voyages, la lecture et la gastronomie. C'est juste. Alors tout d'abord, qu'est-ce qui a motivé votre arrivée au Front National en 1981 ? Eh bien, écoutez, à l'instar de beaucoup de Français qui avaient été peut-être surpris, voire choqués par l'arrivée des socialo-communistes avec l'élection de François Mitterrand, j'ai vu ce qu'était une politique encore plus à gauche que celle qu'avait connue la France du temps de Giscard, où on était déjà en libéralisme avancé, mais avancé comme le camembert, comme disait un de mes amis. Et bien, face à cette réaction, ce choc, il y avait deux possibilités. Soit, comme font beaucoup de gens, rester les fesses dans ma cuisine sur la chaise en train de râler, ou le fait de faire de la politique, de m'engager. J'avais déjà une activité professionnelle. Je n'étais heureusement, j'avais beaucoup de chance, touché ni par l'insécurité, ni par le chômage, ni par l'immigration. C'est pas pour ça que j'avais pas conscience des problèmes graves qui assaillaient la France. Donc j'ai profité, c'est un concours de circonstances, de la première fête des Bleus, Blancs, Rouges, on appelait ça en ce temps-là la contrefête de l'humanité, où autour de Jean-Marie Le Pen, nous étions, un bon millier maximum, pour rencontrer Jean-Marie Le Pen et puis pour adhérer au Front. Nous étions 3 au bois, j'ai franchi le cap et donc depuis je suis très heureux de me retrouver dans un mouvement patriote qui aime la France et qui aime les Françaises et les Français. Vos convictions politiques de l'époque sont-elles toujours les mêmes aujourd'hui ? Écoutez, je crois que les valeurs sont, éternelles. Elles ne sont pas variables. Les réalités du monde, de l'espèce humaine, le bien et le mal sont des choses qui n'évoluent pas. Donc les convictions profondes, bien sûr, sont toujours les mêmes, mais des choses ont changé. Nous étions, une de nos particularités, c'est que nous étions anticommunistes, comme dit Jean-Marie Le Pen, anticommunistes primaires, mais même secondaires et supérieurs. Bon, depuis le mur de Berlin a sauté, l'URSS a disparu, il reste encore des dictatures communistes dans le monde, Cuba, la Corée du Nord, la Chine également. Mais bon, en Europe, les choses ont quand même un peu changé, ou même beaucoup changé d'ailleurs. Donc voilà ce qui varie, mais notre vision des choses pour le respect des libertés, des vraies libertés, pas des fausses libertés, n'a pas changé. Justement, l'Europe pour vous, c'est... L'Europe, écoutez, on est européen, qu'on le veuille ou non, géographiquement, on peut apprécier ou ne pas apprécier. Je suis européen, je suis avant tout français, mais je suis européen, mais à mon avis, l'Europe ne va pas jusqu'aux frontières de l'Irak quand on est en Turquie. L'Europe qui lie des liens de plus en plus importants avec des pays du Moyen-Orient ou d'Afrique du Nord. L'Europe n'est ni moyen-orientale ni africaine du Nord. Ce qui se passe actuellement en Ukraine, ça vous inspire quoi justement ? Écoutez, je suis assez dubitatif parce que on nous dit, alors bon, je suis pas un spécialiste de l'Ukraine pour être franc avec vous, mais on nous dit que le peuple ukrainien voudrait se rapprocher de l'Europe et s'éloigner de la Russie. Mais il n'empêche qu'il y a des élections libres à ma connaissance et que la majorité qui est au pouvoir, préfère garder des liens avec la Russie que d'avoir des liens plus évolués avec l'Europe de l'Ouest. On en pense ce qu'on en veut. C'est un pays de 47 millions d'habitants. J'entendais ce matin aux informations qu'il y avait effectivement des troubles et qu'il y avait 10 000 personnes qui étaient dans le centre de Kiev. 10 000 personnes face à 47 millions d'habitants, je ne sais pas où est la majorité, je ne sais pas quelle est l'expression de la démocratie. Je rappellerai simplement que dans notre pays, nous avons été des centaines de milliers, voire plus d'1 million en plusieurs reprises à défiler contre le mariage homosexuel. Ça n'a pas amené M. François Hollande à changer ces dérives. Le rêve européen, pour vous, c'est une utopie ? Non, c'est bien de rêver, mais parfois les rêves deviennent des cauchemars, alors soyons très très prudents. Moi, ce que je souhaite, c'est une France libre, dans une Europe libre. Revenons justement en France, on va parler du chômage. Eh oui. Alors les derniers chiffres, je vais vous parler notamment du département de l'Aube avec moins 13,6% de chômeurs de catégorie A dans l'Aube. Vous en pensez quoi ? Écoutez, c'est ce que je disais chez vos collègues de France 3. Bon, moi je suis français, j'habite dans l'Aube bien évidemment, et j'aime notre département, mais ce qui compte, ce sont les chiffres nationaux et je dirais les vrais chiffres. Alors les chiffres que vous annoncez, c'est ce qu'on appelle la catégorie A.
Alors au niveau national, dans la catégorie A, j'ai bien les chiffres en tête, on est descendu d'environ 30 000. Mais par contre, quand on additionne catégorie A, B et C, on a augmenté là de 45 000. La vérité, malheureusement, j'aimerais bien pouvoir dire le contraire, c'est que le chômage augmente. Alors, si dans une catégorie, effectivement, il diminue, il augmente considérablement dans d'autres catégories. Il faut le savoir, sur les personnes qui sont demandeurs d'emploi à temps plein. Mais il n'y a pas que des demandeurs d'emploi à temps plein. Chose inquiétante, c'est que, entre autres, dans le chômage de longue durée, eh bien, l'augmentation est significative. Écoutez, je crois qu'on vit pas sur la planète Mars, ni vous ni moi, ni celles et ceux qui nous écoutent, et malheureusement, toutes les personnes qu'on côtoie, on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de problèmes de chômage, de sous-emploi, d'emplois sous-payés, et que la situation ne s'améliore pas. Donc selon vous, c'est juste une opération de communication du gouvernement? Non, je dirais même pas jusque-là, mais enfin, en tout état de cause, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas les statistiques. Je crois que c'était le génial Henry Ford qui a dit que la statistique était la forme la plus élaborée du mensonge. Mais non, ce qui m'intéresse vraiment, c'est la réalité, et la réalité de tous les jours. La situation, c'est terrible, ça s'aggrave. Alors, pour reprendre une expression entendue jadis, les chômeurs, c'est toujours des émigrés de trop? Non, c'était là, excusez-moi, là, vous confondez les causes et les effets. Le slogan du Front National, mais vous n'étiez pas né à ce moment-là, cher monsieur. C'était 1 million de chômeurs, c'est 1 million d'émigrés de trop. Oui. Puis 2 millions de chômeurs, c'est 2 millions d'émigrés de trop. Puis 3 millions, bon, on est à plus de 5 millions maintenant. Non, ce qui est certain, c'est que nous avons un principe, qui est le principe que nous appelons préférence nationale, ou maintenant d'ailleurs Marine emploie plutôt le terme priorité nationale. En France, les Français d'abord. En termes d'aide sociale, en termes d'obtention de logements HLM et en termes d'emploi, nous considérons que les Françaises et les Français doivent avoir priorité, pas exclusivité, mais priorité par rapport aux autres. Et je considère qu'un employeur qui a le choix pour embaucher une Française, un Français ou un étranger, et qui a vraiment le choix à compétences égales, s'il l'embauche un étranger, il mène une politique antinationale. Et d'ailleurs, nous avions dans notre programme, durant une période, un projet de taxation de ces personnes qui font de la préférence étrangère. Nous, c'est la préférence nationale. En France, les Français d'abord. Et ces travailleurs étrangers qui viennent en France, justement, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Écoutez, il faudrait faire ce que font les pays étrangers, des travailleurs français qui vont travailler à l'étranger. Moi, j'avais un très bon copain, membre du Front National, qui avait des contrats, qui allait souvent travailler, était dans les républiques en Afrique. Il avait un contrat de 3 mois, et au bout de 3 mois, si son contrat n'était pas renouvelé, qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait sa valise, il revenait en France. Et puis, il a eu une fois, en Extrême-Orient, un contrat de 6 mois. Il a travaillé 6 mois, le contrat a été prolongé de 3 mois, puis au bout de 9 mois, il a pris sa valise, il est revenu en France. C'est pas plus compliqué que ça, ça n'a amené ni train plombé, ni Mirador, ni action horrible de la part de pays qui l'accueillaient. Il y avait un marché de gré à gré, il a travaillé, il a touché son argent. Une fois que le pays n'avait plus besoin de lui, il est rentré dans notre pays. Eh bien, pourquoi pas la réciprocité? Ça n'a rien d'extraordinaire, ça n'a rien de choquant, ça me paraît logique. Alors samedi 30 novembre, il y avait une manifestation sur la place de la Mairie contre le racisme à Troyes. Qu'est-ce que vous en pensez de cela, de cette action? Écoutez, ce que je crois, c'est que les associations assez nombreuses d'ailleurs, qui ont réuni quelques dizaines de personnes, étaient communistes ou crypto-communistes. Il y avait entre autres, je crois, le MRAP, qui, comme chacun sait, n'a rien à voir, bien sûr, avec le parti stalinien. Je ne sais pas de quoi ils ont parlé, honnêtement, j'y étais pas. À mon avis, il y a une seule chose dont ils n'ont certainement pas parlé, c'est du racisme anti-français. Ces gens-là ont une vision un peu orientée, je dirais. Selon vous, le racisme anti-blanc, anti-français est présent? Oh oui, je n'ai même pas osé parler de racisme anti-blanc. Le racisme anti-français existe, oui, et puis même les termes que vous avez employés, quand certains de nos compatriotes se font traiter de face de craie dans certaines banlieues occupées en grande partie par ce que M. Stasi appelait les chances pour la France, effectivement, il existe un racisme anti-français. Et est-il encore autorisé de le dire sans aller en prison? On va le savoir dans les semaines qui viennent. Il existe effectivement un racisme anti-blanc dans notre pays. On va parler un peu de la sécurité, c'est un thème fort du Front National. Une actualité encore assez proche de nous. Nous avons beaucoup d'auditeurs sur Cézanne. Vous comprenez, vous, la réaction du bijoutier qui s'est fait braquer? Écoutez, je crois que c'est une réaction tout à fait humaine. Celui ou celle qui dit dans telle circonstance j'aurais fait ceci ou cela, ou c'est Superman, ou c'est un menteur. Je crois que le bijoutier en question a voulu premièrement défendre son épouse, également défendre son lieu de travail, son commerce. Et donc la peine de mort n'existe pas que pour les victimes, que pour les personnes âgées
ou les petits garçons et les petites filles qui se font tuer. La peine de mort, c'est un risque du métier lorsqu'on est braqueur. On ne peut pas se féliciter de la mort de ce jeune homme qui venait, je crois, du 9-4. Certainement une chance pour la France. Encore une fois, ceci étant, cette réaction me paraît normale. Et lorsque malheureusement, et ça c'est un gros problème, dans un pays quel qu'il soit, les autorités légales ne sont plus en mesure de défendre de manière efficace les habitants du pays, arrive le jour, ce que je ne souhaite pas très sincèrement, où les gens se défendent eux-mêmes. C'est pas le cas. Il n'a pas prémédité son acte. Donc je crois qu'il était braqué pour la 4e ou la 5e fois. Oui. Écoutez, voilà, c'est les risques du métier. Personne ne pleure quand un chauffeur de camion se tue au volant de son camion. On va peut-être pas pleurer lorsqu'un braqueur se fait lui-même. On va parler de la vidéoprotection. Qu'est-ce que vous en pensez, Monsieur Subtil? Écoutez, au conseil municipal de Troyes, vidéoprotection, vidéosurveillance, on vote pour. Simplement, ce que je demande depuis plusieurs semaines, plusieurs mois à François Baroin, c'est que ça ne soit pas limité à l'hypercentre, parce qu'il est évident qu'il faut que les Troyennes, que les gens qui viennent dans notre ville puissent se promener sans trop de risques lorsqu'ils sont rue Émile Zola, rue Georges Clemenceau, rue de la République. Mais nous considérons que celles et ceux qui vivent dans les quartiers dits difficiles doivent aussi avoir la sécurité 24 heures sur 24, et ça passe par la vidéosurveillance. Mais la question qui se pose, c'est lorsque effectivement certains, on les appelle des chauffeurs, je crois, à l'entrée d'immeubles qui surveillent le trafic de drogue, seront sous les caméras. Que feront les autorités? Est-ce qu'on aura les moyens d'intervenir? Police municipale, je ne pense pas. Police nationale, je ne le crois pas non plus. Selon vous, c'est déplacer le problème si... Non. Je crois qu'il faut effectivement qu'il y ait une vidéosurveillance sur tout le territoire troyen, mais qu'il faut réfléchir un petit peu avant et se dire: aurons-nous les forces de police nationales ou municipales nécessaires pour intervenir en cas de besoin? Et malheureusement, je crois qu'il y aura beaucoup de besoins. Faut-il plus de policiers municipaux alors peut-être? Écoutez, très franchement, lorsque j'ai été élu en même temps que François Baroin en 95, je lui ai demandé un doublement de la police municipale, des effectifs. Il a levé les bras en l'air en disant c'est pas possible. Il avait fait ça au bout de 3 ou 4 ans. Donc vous voyez, on est parfois des apporteurs d'idées. Donc augmenter les effectifs, oui. Ceci étant, ce qu'il faut surtout, c'est la police nationale. La police municipale ne peut pas tout faire non plus. Elle ne peut pas tout faire. Et puis, au bout du compte, si on avait une police nationale suffisamment formée, avec des ordres convenables et surtout avec les moyens convenables, on n'aurait d'ailleurs même pas besoin de police municipale. Donc il est vrai qu'il faut renforcer les effectifs de police, c'est nécessaire. Alors justement, les quartiers, on va en parler, la rénovation urbaine, notamment des quartiers des Sénards, des Chartreux, du Point du Jour, qu'est-ce que vous en pensez? C'est une réussite ou... Écoutez, sur le principe, c'est pas une mauvaise chose, mais je me souviens toujours d'une adhérente qui habitait boulevard Jules Guesde et qui me disait: mais vous savez, ils ont refait l'extérieur de l'immeuble. Donc effectivement, c'est un peu plus chatoyant l'extérieur. Moi, j'aurais bien aimé qu'ils refassent ma salle de bain parce qu'elle est dans un état lamentable. Donc être ou paraître. Effectivement, il me paraît normal, nécessaire que toutes les Françaises et les Français de France vivent dans des conditions de logement acceptables. Il y a pas que des Français d'ailleurs qui vivent dans ces coins-là, malheureusement, pour eux. Mais lorsqu'on refait, par exemple, des maisons de quartier, je veux bien qu'on les fasse. Ce que je souhaiterais, j'avais demandé lorsque j'ai visité pour la première fois la maison du Point du Jour, c'est de la revisiter un peu plus tard pour voir dans quel état elle serait. Bon, j'ai pas eu de réponse à ma demande, mais ça viendra certainement. Donc, on part parfois de bons principes, mais vous savez, l'enfer est pavé de bonnes intentions, comme chacun sait. Donc, l'argent des contribuables doit servir aux contribuables, et donc sans gaspillage. Rénover les quartiers, oui. Dans quelles conditions? Il n'y a pas. Selon vous, construire des maisons de quartier, comme c'est le cas au Sénat, au Point du Jour, ça sert à rien? Non, je dis pas que ça sert à rien. Je dis simplement que ça peut profiter à une partie de la population. Ce que je souhaiterais, c'est que ça profite à toute la population, si vous voyez ce que je veux dire. La rénovation en plus globale de la ville de Troyes, notamment des quais, du centre-ville, c'est une bonne chose pour la ville de Troyes selon vous? Alors voilà, là c'est de la cosmétique. On voit qu'on a un maire qui est, faut bien le dire, c'est pas une insulte, qui est un Parisien et qui n'est pas troyen. Je dis souvent, vous savez, la différence entre vous et moi, monsieur Baroin, c'est que je suis 6 jours sur 7 à Troyes, parfois 7 jours sur 7 à Troyes, ce qui est pas vraiment son cas. Donc on fait de la cosmétique sur un plan esthétique. J'avoue que la ville s'est embellie. Vous voyez, il faut savoir reconnaître les réalités. Nous ne sommes pas des malhonnêtes. Bon, par contre, en termes de vie quotidienne des Troyennes et des Troyens, en termes de commerce, c'est une catastrophe. La politique de François Baroin
non pas interdisant, mais limitant la circulation en centre-ville avec les sens uniques, avec le long du canal, 2 voies de circulation au lieu de 4. Même Feu Robert Gallet avait dit que c'était une erreur. Voilà, c'est peut-être très beau, c'est peut-être bien pour les touristes. Moi, il est vrai que en tant qu'élu municipal de Troyes, je m'intéresse un peu plus aux Troyennes et aux Troyens qu'aux touristes. Et selon vous, Troyes a une place à jouer dans le tourisme de passage peut-être? Bah écoutez, la place à jouer dans le tourisme, faisant partie de la commission tourisme dirigée par votre ancienne collègue, elle fut journaliste, rédacteur en chef de l'Est Éclair, Lise Patelli, le budget très très minimaliste de la commission tourisme ne peut pas permettre à la commission et à la ville d'avoir une véritable place touristique d'importance. Donc il y avait un projet de maison du tourisme, elle vient d'ouvrir, mais nettement inférieure à ce que beaucoup souhaitaient. Nous étions nombreux à la voir à la Bourse du Travail, où la localisation était plus pratique pour accueillir les groupes, les bus, où il y aurait plus de place. Voilà, on se dit ville touristique. Bon, mis à part quelques groupes hôteliers amis, je dirais, de la mairie, depuis des décennies. Bon, je ne suis pas certain que beaucoup de Troyennes et Troyens profitent de ce qu'on appelle la manne touristique, malheureusement. Et 3 villes romantiques, ça vous inspire quoi? 3 villes romantiques, oui, c'est joli. Vous savez, on dit souvent que on n'apprécie pas le cadre ou assez le cadre dans lequel on vit. Bon, moi, j'avoue que en tant que ville romantique, j'irais peut-être plutôt faire un tour à Florence ou à Venise, quoi. Mais enfin, bon, c'est peut-être l'agent de voyage qui parle. 3 cités étudiantes, vous y croyez, vous, ou pas? Bah, écoutez, oui, on est une cité étudiante, je veux bien. On a quelques facs, on a le SC, on a l'UTT. C'est un peu le fer de lance de François Baroin, justement, faire venir les étudiants à Troyes. Oui, ce qui serait bien, ce serait de les faire rester à Troyes. Mais je pense que ça sera dans sa campagne de l'année prochaine. Justement, si vous arrivez à la mairie de Troyes, quels sont vos projets, votre programme? Ah, eh bien, écoutez, je vais vous décevoir. J'espère pas trop décevoir nos auditeurs. C'est qu'en fait, le programme, nous, on va le mettre en public, je dirais, à partir de l'année prochaine. Vous savez, là, on est le 11 décembre, je crois, et il va y avoir les fêtes du 15 décembre à mi-janvier. Il y a ce que j'appelle le syndrome éducation nationale. Tout le monde va s'arrêter de travailler ou peut-être même de penser. Donc, on va laisser nos compatriotes profiter, s'ils en ont encore les moyens, des fêtes. Et c'est durant la dernière ligne droite, donc en gros du 15 janvier au 23 mars, que nous parlerons de nos propositions. Mais ceci étant, nous avons tout au long de nos mandats, puisque je rappelle que nous siégeons le Front National au Conseil municipal de Troyes depuis 1995, mis en avant un certain nombre de propositions. Et il est vrai que l'aide je vais pas dire aux Français, je vais dire aux électeurs en difficulté suite à des aléas de la vie qui peuvent être des accidents professionnels, des accidents de santé ou des accidents familiaux, eh bien, devrait être plus élevé. Le CMAS, il faut le savoir, au niveau de son budget, le Centre municipal d'action sociale, c'est presque 90% de fonctionnement, mais seulement 10% d'aide. Il y a un petit problème là-dessus. La sécurité, bien évidemment, la vie quotidienne des Troyens. Voilà. Un maire et une équipe qui connaissent bien la vraie vie de tous les jours. Pour bien connaître la vraie vie de tous les jours à Troyes, donc on la peut proximité. La proximité, l'identité, que voulez-vous, on peut pas être 5 ou 6 jours par semaine à Paris et connaître vraiment les problèmes des Troyens. C'est désolant, mais c'est comme ça. Une action à retenir si vous êtes demain élu maire de Troyes. Votre première action. Votre première action, mais remercier les électrices, les électeurs de nous avoir donné le manche, entre guillemets, et avec toute mon équipe, toutes mes équipes, retrousser les manches. On va parler plus globalement du département de l'Aube. C'est peut-être encore un peu tôt. Est-ce que vous serez présent sur l'ensemble des villes importantes du département de l'Aube? Sur l'ensemble, non, mais j'étais hier soir à Nogent-sur-Seine pour présenter à vos collègues de la presse écrite notre tête de liste et une partie de son équipe à Nogent. Nous avons également présenté une liste à Saint-André-les-Vergers qui est dirigé par un jeune très brillant qui s'appelle Axel Domagala, qui fera beaucoup de choses en politique. Je suis pas devin, mais c'est vraiment quelqu'un de très très brillant qui a su constituer une liste avec des gens également très très intéressants. Et puis nous travaillons sur d'autres villes. Donc la totalité des villes, malheureusement non, mais je vais la semaine prochaine dans une ville très importante du département. Oui, alors il y en a plus 50. Disons que sur les 2 villes de 10 000 habitants où nous n'avons pas encore présenté de
de listes jusqu'à présent. J'espère qu'on en fera au moins une sur les deux. Mais nous y travaillons. Très bien, nous arrivons au terme de cette émission. Merci Bruno Subtil. Merci de votre invitation. Et puis de bonnes fêtes de fin d'année à vous. Et bonnes fêtes à tous. Merci, à toutes et tous. Merci, au revoir.